Heureux de vous retrouver pour ce programme vespéral Kinshasa Direct. Eh bien, nous allons avoir des invités ce soir. Le député national Fabien Mboko, élu de Féchi dans la province du Congo, il sera avec nous pour aborder la problématique des vacances parlementaires. Mbosso Kodiampwanga qui sollicite l'interprétation de la Cour constitutionnelle. On aura à aborder cette actualité pour le décrypter avec le député national de son État, Fabien Mboko, élu de Féchi dans la province du Congo. Aimé Kilolo, maître avocat, mais aussi politique, sera avec nous sur la problématique de Jeep octroyé aux députés nationaux, droit ou intox. Eh bien, on va en savoir un peu plus aujourd'hui avec Aimé Kilolo, qu'on ne présente plus avec son franc-parler, l'intelligence, qui a démontré avec beaucoup d'analyses avérées et surtout des analyses qui ont démontré leur efficacité. Pour l'heure, c'est le temps de vous informer avec notre consoeur Nathalie Okomposo. Nathalie, bonsoir. Bonsoir Christophe Chibassou, bonsoir à tous. Les grandes lignes d'information, c'est tout de suite. Tête à tête ce vendredi à Rubavu, au Rwanda, entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et son homologue rwandais, Paul Kagame. Au menu, le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays et l'évaluation des dégâts causés par l'éruption des Nyiragongo. Après le ras-le-bol de la population qui note suite aux mesures prises par l'autorité de la ville contre la troisième vague de la Covid-19, créant embouteillage et rareté de transport le mercredi dernier, le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité, Affaires coutumières et décentralisation a entendu les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Daniel Asselo et Gentini Ngobila, ont échangé sur des orientations concernant ces nouvelles mesures. Et puis en sport, sanctionné par la FIFA pour 12 mois et interdit de pratiquer toute activité liée au football sur les plans national et international, Constant Marie-Célémanier sorti de son silence ce vendredi. L'ancien président de la FECOFA a déclaré que cette sanction est le résultat du consentement mutuel entre ses avocats et la FIFA. Merci de nous avoir suivis de partout. Ces sujets autres seront développés tout à l'heure à 19h juste de Kinshasa avec Gloria Mbouya. Mais dans l'entretemps, Kinshasa Direct se poursuit avec Christophe Chibassou. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Eh bien, merci Nathalie Oko pour la présentation de la minute, de la grande ligne de l'actualité qui seront développées dans quelques minutes à 19h, heure de Kinshasa, 20h, heure de Goma. Eh bien, mesdames et messieurs, on marque une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite.
Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, cette fois-ci pour partir avec notre premier dossier. Nous recevons l'honorable Fabien Boko, qui est élu de Féchi, dans la province du Congo, dans l'espace Grand Bandundu. Fabien Boko, bienvenue et bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation du TD50, député national élu de Féchi. C'est cela, oui. Dans le Congo. Dans la province du Congo, oui. Eh bien, les Congolais sont réputés sur tous les Bandundois. Les jeunes gens du Bandundu réputés trop intellectuels. Vous avez cette tête-là? Nous sommes Congolais, nous avons été sur le banc de l'école, certainement c'était pour apprendre. Nous avons été suffisamment érodés et formatés pour répondre aux devoirs que la République nous donne. Je pense que c'est cela qui est plus important et c'est suffisant. Député national, premier mandat. C'est mon premier mandat à l'Assemblée nationale, oui. Donc voilà, nous sommes en train de vivre une belle expérience à l'Assemblée nationale. Belle expérience? Une belle expérience, en effet. Parce que nous participons à une mission assez sacrée, qui est celle de voter les lois de la République, parce que ce sont des instruments qui permettent à l'État congolais, n'est-ce pas, de mener à bien son action politique, mais également la mission conforme à l'article 100 de la Constitution, de contrôler le gouvernement, les services publics et tout établissement public mandataire, ainsi de suite. Alors, une mission assez exaltante parce que ça vous permet, au nom du peuple qui vous a mandaté, de savoir justifier par un devoir de réélevabilité que ce qui a été mis à la disposition du Congolais mandataire public ne peut pas être mis à la disposition pour lui, mais c'est dans l'intérêt général. Il faut qu'il sache répondre aux besoins de la population. Et donc, quand vous êtes un élu, vous avez cette mission, c'est pratiquement comme un apostolat. Hein. Vous avez un apostolat, vous êtes au service du peuple et vous devez travailler pour lui. Nous sommes leurs représentants, nous devons être le reflet de notre société. Voilà pourquoi je considère que c'est une mission assez exaltante. C'est vraiment un service qui mérite bien de rendre à la population. Parce que moi, je ne vois pas un autre travail qui aurait pu être compatible à ma vision, à ma philosophie, à ma façon de voir les choses, si ce n'est qu'être représentant du peuple, parce que par ailleurs, je suis avocat de profession, et un avocat, c'est un homme qui est proche du peuple. Généralement, c'est les défenseurs de faibles. Les défenseurs de faibles. Vous pouvez... Des faibles. Absolument. Défenseurs des faibles, oui. Là, vous êtes à l'Assemblée nationale. Oui. Et donc, vous souhaiteriez être réélu un jour pour rester au palais du peuple. C'est le souhait le plus ardent et je pense que nous sommes en train de faire de notre mieux pour que notre population, tout au moins ceux qui nous ont élus dans mon territoire de Féchi, puissent trouver de bonnes raisons d'être satisfaits et fiers d'avoir élu l'honorable Fabien Boko comme leur député national. Alors, nous sommes en train de travailler pour ne pas décevoir. Pour bénéficier. Naturellement, pour être méritant de leur confiance, ouais. Pourquoi pas le renouveler. Alors, il faut être en contact avec la base. Absolument. Nous sommes en contact avec la base de temps en temps. Nous agissons sur terrain avec quelques actions beaucoup plus concrètes à connotation sociale. Et je pense que les échos qui nous viennent, peut-être que prochainement je pourrai vous apporter les supports, les images, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que je vous dis, que ce n'est pas un leurre, c'est une réalité. Mais c'est là où vous êtes privé cette fois-ci, avec l'état des sièges. Vous ne pouvez pas aller dans votre vacances parlementaires. Nous ne pouvons pas aller effectivement en vacances parce que nous sommes en état des sièges qui est une période exceptionnelle, conformément à la Constitution, dès lors que le pays est en état de siège, conformément à l'article 144 de la Constitution. Nous sommes en session et la session ne peut pas être clôturée. La loi dit, la Constitution veut qu'on puisse retarder la clôture jusqu'à ce qu'évidemment on pourra mettre fin à l'état des sièges. Et pourquoi le président doit solliciter l'interprétation de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne l'état des sièges ou aller en vacances pour les députés nationaux? Oui, parce que quand on est arrivé le 15 juin, qui est la date constitutionnelle prévue pour la clôture de la session de mars, qui a commencé le 15 mars, qui est une session ordinaire, il s'est posé un problème de droit assez important. C'est que le gouvernement de la République a envoyé un projet de loi d'habilitation. Le projet de loi d'habilitation qui consistait à lui donner le pouvoir de prendre des actes ayant force de loi, c'est-à-dire de prendre des ordonnances-lois dans des matières qui relèvent du domaine de la loi.
Alors, ceci était pour anticiper le fait que probablement l'Assemblée nationale et les Sénats iraient en vacances. Et donc, pour qu'il n'y ait pas un vide, il fallait absolument que le gouvernement soit habilité pour prendre ses actes. Au Sénat, les textes ont été discutés, débattus et adoptés, renvoyés en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, il s'est posé un problème. C'est qu'on a soulevé une problématique de l'inconformité de ces projets d'habilitation à la Constitution, parce que la Constitution elle-même avait déjà réglé ce problème. Dès lors que nous sommes en état d'urgence ou en état de siège, par principe, quand le Parlement est en session, on ne peut pas clôturer la session. Et d'ailleurs, la Constitution spécifie bien que même quand on est en vacances parlementaires et qu'il y a une mesure d'urgence qui est prise en termes d'état d'urgence ou d'état de siège, les parlements ou l'Assemblée nationale et les Sénats sont convoqués automatiquement en session extraordinaire. Parce qu'il y a nécessité pour le Parlement de veiller à ce que les mesures qui seront prises au moment où on a décrété l'état de siège ou l'état d'urgence soient contrôlées, surveillées, parce qu'il s'agira là d'une sorte de collaboration entre l'exécutif et le législatif. Parce que les mesures d'exception sont généralement des mesures assez liberticides, assez enfreignant aux droits fondamentaux des citoyens. Alors que ce sont des droits fondamentaux, comme je le dis, assez substantiels, il faille bien le protéger. Et donc, la protection ne peut être assurée que par un organe qui veille au respect de ces mesures. Par exemple, là, pour le moment, quand le président de la République a pris l'ordonnance décrétant l'état de siège, il y a eu des mesures d'application de cette ordonnance. On a, par exemple, militarisé les zones qui sont concernées par les opérations militaires, notamment les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. On a militarisé l'administration, ce qui était civil initialement, maintenant c'est devenu militaire. Les juridictions civiles ne fonctionnent plus, ce sont maintenant les juridictions militaires qui ont pris la place. Il y a un certain nombre d'actes qui sont posés, qui forcément peuvent avoir un peu de délicatesse avec les citoyens. Alors pour éveiller... On doit comprendre que vous pouvez aller en vacances parlementaires quant à revenir pour répondre à tel ou tel impératif qui se présente en rapport avec la gestion de l'État. Non, le constituant n'a pas prévu des vacances dès lors que l'État est en état de siège. Parce que l'état de siège, c'est un état d'exception. Et vous avez vu, je crois, vous avez eu le temps de lire, je dirais, l'exposé des motifs du projet qui est venu du gouvernement. Vous êtes journaliste assez bien informé. Nous sommes dans une situation où notre pays est en train de faire face à un danger imminent de sa désintégration. On est en train de connaître un danger pour que notre pays subisse une rupture avec son intégrité territoriale. Les groupes armés écument la partie de l'Est. Le président de la République qui a été élu, qui a un mandat pour protéger notre pays, qui a été élu avec une mission de mettre fin à la guerre, il s'est rendu compte que finalement, de plus en plus, l'insécurité est en train d'atteindre un taux exponentiel dans la partie est de notre pays. Finalement, il n'y avait plus rien qui était sous contrôle. Il fallait prendre des mesures très fortes. Il l'a annoncé lui-même. Il a dit, nous allons prendre des mesures très fortes parce que nous sommes obligés de répondre aux cris des cœurs que nous lancent nos frères et sœurs de la partie est de notre pays. Voilà pour quelle raison il a pensé qu'il fallait absolument procéder par là. Et c'est une mesure qui est constitutionnelle, c'est légal. Dès lors qu'il l'a fait, l'Assemblée nationale, conformément à la Constitution, doit accompagner la mise en œuvre de ces mesures. Raison pour laquelle, sur le plan constitutionnel, il n'était pas prévu que pendant cette période d'état de siège, que le Parlement soit en vacances. Alors, comme ça créait une controverse, plus ou moins une controverse assez légitime, entre les deux chambres du Parlement, le 16 juin, le président de l'Assemblée nationale a saisi la Cour constitutionnelle en interprétation de prescrit de l'article 144, alinéas 2 et 3. Alors, la question était très simple. C'est celle de dire, au regard de ce projet qui est venu du gouvernement, et surtout de la troisième vague, pour le troisième variant de Covid-19, qui en principe a vu le gouvernement prendre des mesures protectionnistes pour essayer d'éviter une large contamination de la population. Les députés ne sont pas en reste. Est-ce qu'il va falloir continuer à travailler sous le même format ou qu'il y avait possibilité, sous le plan constitutionnel,
que l'Assemblée nationale puisse siéger en format réduit et donc prenne des décisions en dehors du quorum constitutionnel. Parce que c'était une exigence importante. Vous ne pouvez pas voter. La réponse de la Cour constitutionnelle dit quoi? Alors, la Cour constitutionnelle s'est prononcée il y a quelques jours dans son arrêt R-Cons 1585. La Cour constitutionnelle considère que la requête était recevable et fondée. Mais la Cour constitutionnelle considère également que pour des raisons qui ont motivé son orientation, son œuvre, qu'il fallait permettre à ce que l'Assemblée nationale et les Sénats prennent leurs vacances, mais quitte à revenir en session extraordinaire pour procéder à la prorogation de l'état des sièges chaque 15 jours. Mais cette œuvre suscite quand même plusieurs interrogations. Parce que quand vous voyez l'article 144 en lui-même, alinéa 2 et 3, il est assez clair et limpide. Parce qu'une disposition qui est claire dans son écriture n'appelle même pas une interprétation. Et ce sont des dispositions qui, généralement, devraient automatiquement s'appliquer comme telles, parce qu'il est dit, dans le prescrit de l'article 144, que la session ne peut pas être clôturée et retardée de plein droit. La session est retardée de plein droit. La clôture de la session dont je sous-entends est retardée de plein droit. Mais alors, quand la session est retardée de plein droit, cela veut dire que ça n'appelle même pas une discussion. Automatiquement, les travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat doivent continuer pendant cette période pour permettre, comme je le disais tout à l'heure, d'offrir donc au gouvernement les différentes garanties, pas seulement de prorogation de l'état de siège ou de l'état d'urgence, mais également de veiller à ce que, à chaque évaluation, les mesures qui garantissent les droits fondamentaux soient également observées. Cela a été acquis. Alors, ça c'est un acquis naturellement. Mais quand on lit l'esprit, la quintessence de cet arrêt, nous avons comme l'impression qu'il y a une sorte de glissement vers un glissement jurisprudentiel qui, me semble-t-il, peut s'apparenter à une modification de la Constitution de manière un peu subliminale. Et je crois que ça va susciter quand même un débat assez important, quoique les arrêts de la Cour constitutionnelle, comme on le sait, soient exécutoires, opposables à tous les services de l'État, même aux particuliers. Et donc, l'Assemblée nationale pourra apprécier, naturellement, l'opportunité de son application quant à ces dispositions particulières qui tiennent à la mise en congé ou pas de la chambre basse et même de la chambre haute, parce que nous sommes un Parlement qui est bicaméral. Très bien. On a compris ces explications d'un avocat qui fait son plaidoyer. Bon, pas forcément un plaidoyer, mais c'est quand même une exigence légale. Vous savez, nous sommes un État de droit. La République démocratique du Congo, sur pied de l'article 1er de la Constitution, le déclare. Ce n'est pas un slogan politique, mais c'est un principe. Un État de droit voudrait dire que nous soyons tous assujettis à l'autorité de la loi. Nul ne peut prétendre être au-dessus de la loi. Même les juridictions qui sont appelées à dire le droit et donc à appliquer les lois de la République sont soumises à l'autorité de cette même loi. Très bien. Alors, dès lors qu'il y a un problème qui se pose, ça doit nécessairement interroger. Parce que la Cour a-t-elle prononcé un arrêt au-delà de ce qu'aurait été le cadre de sa compétence? Bien, les gens, il y en a qui estiment que cela est le cas, mais alors ça doit nécessairement prêter à confusion. Parce que quand on parle, on doit lire la locution ou l'expression de plein droit. Mais quand on dit de plein droit, ne serait-ce que par cette sémantique, vous comprenez tout de suite que ça ne peut pas appeler un débat. Ça ne peut pas se lire autrement, si ce n'est que de considérer que l'Assemblée doit continuer. Parce qu'à supposer qu'on ait habilité le gouvernement à prendre des ordonnances lois, qui sont des actes ayant force de loi, pour proroger l'état d'urgence pendant 15 jours. Mais vous savez que pour que cette prorogation soit valable, elle doit encore être ratifiée par l'Assemblée nationale. Alors qu'en ce moment-là, l'Assemblée nationale n'est pas en session. Elle est en vacances. Alors, il faut au-delà de 60 là, il faut que le bureau convoque la session extraordinaire. Alors, mais maintenant, par exemple, dans les cas d'espèce, l'exigence qui est faite à l'Assemblée nationale et au Sénat de convoquer pratiquement 5 sessions extraordinaires à l'espace de 3 mois. Parce que nous allons revenir en session de septembre, les 15 septembre, nous venons en session budgétaire.
à partir du 15 septembre jusqu'au 15 décembre. Donc d'ici, nous sommes déjà pratiquement à la fin du mois de juin. Demain, ce sera le mois de juillet. Au mois d'août, au mois de septembre, nous allons revenir en session au mois de septembre et que pendant cet intermède, nous aurons 5 sessions extraordinaires, tout simplement pour venir procéder à la prorogation de l'état de siège. Alors, mais peut-être que le bureau peut aussi inscrire d'autres matières. Mais non, mais parce que l'acte de convocation d'une session extraordinaire détermine les matières qui sont à l'ordre du jour. Et même alors, la convocation d'une session extraordinaire dans les conditions actuelles ne peut pas se justifier parce que la Constitution elle-même a exclu cette possibilité. Dès lors que la session est en cours et que nous sommes sous l'état de siège, il n'y a pas de vacances. Parce qu'il n'y a pas de clôture de la session de mars. Justement, parce que la clôture est censée intervenir le 15 mai, le 15 juin. Mais nous sommes déjà aujourd'hui le 25 juin. Donc, on ne peut pas clôturer une session le 25 juin, alors que la session était censée intervenir le 15 juin. Alors, ça pose là donc un problème. La Constitution avait déjà résolu la question, mais il me semble que la Cour aurait mieux aidé l'Assemblée nationale, en notre humble avis, à répondre à une question qui était, je pense, assez pratique. De dire, nous sommes face à un cas de force majeure. La force majeure, c'est la Covid-19. Parce qu'il faut répondre aux exigences sanitaires, comme cela s'est passé au début de l'année en cours, quand on avait décrété l'état d'urgence sanitaire, où on estimait qu'à l'Assemblée nationale, les gens ont siégé, mais ils ont siégé dans un format réduit. Mais ils ont pris des décisions. Quelle devait être la validité, sous le plan légal et constitutionnel, des décisions qui sont prises dans un format réduit? Parce que le président de l'Assemblée, quand il saisit la Cour constitutionnelle, il estime, c'était-il possible éventuellement de siéger à un format où il n'y avait que le bureau et le président des groupes parlementaires. Voilà. La Cour n'a pas forcément répondu à cette question, mais la Cour au moins répond indirectement à la préoccupation qui avait été soulevée par l'Assemblée nationale, qui consistait à dire qu'on ne pouvait pas habiliter le gouvernement pour prendre des ordonnances-lois qui sont des actes ayant force de loi, quitte à les ratifier par la suite. Donc la Cour a rejeté cette possibilité. Maintenant, la Cour estime que c'est un travail qui revient à l'Assemblée nationale. On ne peut pas usurper les prérogatives qui sont dévolues à l'Assemblée pour les confier au gouvernement. Mais maintenant, quant à l'exigence de pouvoir demander à l'Assemblée d'aller en vacances au-delà du terme prévu par la Constitution, et quitte à revenir chaque 15 jours, nous aurons donc 5 sessions extraordinaires à l'espace de 60 jours, je pense que ça pose quand même un problème, non seulement sur le plan constitutionnel, mais également sur le plan de la pratique d'une telle disposition, avec toutes les charges et les différentes implications qui vont avec. On comprend bien, merci. Et cette fois-ci, nous allons aborder cette problématique. L'Assemblée nationale, c'est le cœur même de la politique nationale. La réforme de la CENI intéresse la classe politique. Il y a eu des voix qui se sont élevées pour demander la dépolitisation de la CENI. Mais aujourd'hui, nous avons vu la Chambre basse du Parlement congolais voter cette loi qui permet à ce que le politique puisse se retrouver, mais on élargit même le nombre de membres du bureau. C'est bien, on se partage les gâteaux en prévision d'eux. Absolument pas, absolument pas. On ne peut pas partager les gâteaux. Mais c'est quoi les gâteaux? Il n'y a pas de gâteau ici. Les voix s'élèvent. On a oublié l'opposition extra-parlementaire qui ne se retrouve pas. C'est une expression qui chosifie la République. C'est une expression qui galvanise, qui enlève toute valeur. Ça donne l'impression. Non, mais ça ne donne pas l'impression. Mais les gens, dans leur subconscient, ont comme l'impression qu'effectivement la République est une chose, un gâteau, vous avez dit, un objet dont on doit se partager par tranche, pour que chacun prenne sa part. Dès lors qu'on a cette conception de la gestion de la chose publique, eh bien, on est dévoyé. Et là, on est pratiquement dans une sorte de nivellement par le bas, et ce n'est pas bon. Je vous retrouve dans quelques instants, on marque une petite pause, et on se retrouve pour la suite. Maître Fabien Boko, oui, la République n'est pas un gâteau qu'on doit partager, mais doit-on laisser tout aux politiciens? Mais pourquoi ne pas laisser quelque chose aux politiciens?
souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.tele50.cd. Toutes nos excuses pour cette interruption est momentanée. Eh bien, nous sommes de retour pour la suite avec Fabien Boko. La CENI fait parler parce que la CENI, c'est la plaque tournante des élections dans notre pays. Qui contrôle la CENI contrôle les élections en RDC. D'où tout le monde voudrait bien voir clair parce qu'il ne faudra pas organiser les élections qui seront fruits des conflits. Absolument. Il ne faut pas organiser des élections qui portent les germes des conflits. Mais vous savez, ceux qui ont édicté les lois ont prévu qu'à l'issue de chaque processus électoral, peut y avoir des problèmes, peut y avoir des conflits, des litiges. D'où il faut les éviter, il faut les éviter bien avant. C'est comme ça qu'on qualifie cela des contentieux électoraux. Parce qu'il n'y a jamais eu d'élection à travers le monde qui soit complètement propre. Les conflits, les contentieux électoraux et conflits, peut-être ce sont des termes qui sont plus ou moins similaires. Tout dépend de la substance qu'on y met pour comprendre quelle est la philosophie dans laquelle nous nous inscrivons par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Le politique au sein de la CENI n'est pas une émanation de l'actuelle législature. Les politiques au sein de la CENI datent depuis la création de la CENI. La création de la CENI parce que nous venions de Sun City avec le belligérant. Voilà, ici, nous sommes dans un cycle électoral qui doit tout de même considérer l'aspect démocratique. Vous savez, les pactes de Sun City, heureusement, vous les citez vous-même, vous évoquez une question assez importante. Le pacte de Sun City, c'est celui-là qui gouverne la République jusqu'au jour d'aujourd'hui. La Constitution qui est actuellement en vigueur, c'est un acquis de Sun City. La CENI, le CESAC, la Commission des droits de l'homme, ce sont des acquis de Sun City. Ce sont des institutions dont on dit être d'appui à la démocratie. Particulièrement en ce qui concerne la CENI, l'article 211 de la Constitution le prévoit. Et donc, il a été prévu, quand la CENI avait été pensée comme étant une structure qui devait assurer la politique électorale qu'on a retirée du gouvernement, parce qu'initialement, les élections étaient organisées par le ministère de l'Intérieur. C'est du ressort du gouvernement, finalement, comme ça se passe à travers le monde. Mais en Afrique, comme vous le savez, avec les conférences nationales souveraines, avec la méfiance que les partis s'est vouée, une sorte d'inimitié amicale, eh bien, il était question que les gens se mettent d'accord autour d'un cadre qui fédérerait toutes les forces en présence, notamment les composantes politiques et la société civile, pour essayer d'organiser ensemble les élections. Eh bien, ils se sont dotés d'un certain nombre d'attributions. Les attributions ont été là. On a connu une expérience assez particulière avec M. l'abbé Malou Malou, en 2006, jusqu'en 2011. On a connu une deuxième expérience avec le pasteur Ngoï Mulunda. Et puis est venu Malou Malou 2, et puis après, Nanga a achevé en fait le mandat de M. l'abbé Malou Malou. Parce que le mandat au sein de la CENI, c'est de 6 ans. Eh bien, il fallait achever le mandat. Alors là, aujourd'hui, ils ont un peu glissé parce qu'il y a eu beaucoup trop de problèmes. On n'arrivait toujours pas à s'accorder sur ceux qui devaient remplacer l'équipe actuelle. Tous ces éléments vous donnent le droit d'élargir le bureau avec les politiques. Non, pas du tout. Maintenant, étant donné qu'on a constaté effectivement que les 3 cycles électoraux qui ont précédé étaient émaillés d'un certain nombre de problèmes, qui étaient des problèmes certes structurels, mais également un problème d'organisation, même de la tenue des opérations électorales. Et qu'il était donc important de pouvoir apporter un certain nombre de gages, de garanties, de transparence, de l'indépendance de la CENI, de sa neutralité, de manière à donner les résultats, je veux dire un processus électoral qui soit acceptable par tous, qui réduise sensiblement une marge, sinon les taux des conflits. Parce qu'il ne faut pas que la CENI en elle-même soit conflictogène. Voilà pourquoi l'honorable Lutundula, à l'époque député national, mais devenu vice-ministre en charge des affaires étrangères, a initié cette proposition de loi qui portait sur les modifications, n'est-ce pas, de certaines dispositions de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Parce qu'ici, nous ne sommes pas dans la loi électorale. Nous sommes dans la loi organique qui porte sur le fonctionnement et l'organisation de la CENI avec les différents organes que vous connaissez, l'Assemblée plénière ainsi que le bureau. Alors, cette proposition de loi a visé presque 3 ou 4 objectifs. Essentiellement, c'était de renforcer l'indépendance de la CENI.
renforcer l'indépendance de la CENI, la neutralité de la CENI, départir la CENI de toute instrumentalisation de forces extérieures. De quelle manière? De manière, voilà, je vais vous expliquer. Il fallait donc envisager la possibilité de faire en sorte que les acteurs, les animateurs de la CENI ne répondent plus aux pressions qui viendraient de composantes qui les auraient désignés au sein de la CENI. Et ça a été un combat très acharné au niveau de l'Assemblée nationale. La commission PAJ dans laquelle nous avons travaillé, avec le concours de la société civile et d'autres députés nationaux qui n'étaient pas membres de la commission, mais qui ont participé activement aux travaux, a dû examiner cette question et a estimé qu'il y avait nécessité, effectivement, de répondre à cette exigence. Mais je peux vous informer, M. Tubassou, que la loi organique actuelle constitue une avancée considérable. De quelle manière? Parce qu'il y a des innovations qu'il y a dans cette loi, naturellement parce que c'est une innovation qui n'ont jamais existé dans la loi actuelle qui est en vigueur. Par exemple, il a été décidé que le bureau de la CENI, dès lors que vous avez terminé une année calendaire, vous devez rendre compte de votre gestion à l'Assemblée nationale. Quand vous avez fini un processus électoral, vous devez rendre compte à l'Assemblée nationale. Et ceci, au moment de la session de mars. 45 jours après l'ouverture de la session de mars, la CENI est tenue de produire un rapport d'activité, un rapport de gestion à l'Assemblée nationale. Si vous ne le faites pas dans les 45 jours, eh bien, le bureau de la CENI est réputé démissionnaire dans son ensemble. Il a été prévu un régime des sanctions. Un régime des sanctions qui est en fait, sur le plan administratif, du droit administratif, une innovation extraordinaire. Parce que il est dit à l'article 21 bis et 22 que l'Assemblée nationale peut saisir les conseils d'État pour la déchéance d'un membre de la CENI ou même de tous les membres de la CENI collectivement dès lors qu'on constate qu'il y a violation manifeste et flagrante d'un des membres ou de tous des dispositions très pertinentes de la loi électorale ou même de la loi qui porte sur l'organisation de la CENI. C'est-à-dire la sanction qui a été instituée n'a jamais existé auparavant, parce que ceci a donné une sorte de chèque à blanc aux membres de la CENI pour se comporter de n'importe quelle manière. Très bien. Mais aujourd'hui, avec cette sanction, c'est une épée qui pèse sur leur tête, ils ne peuvent pas se comporter de n'importe quelle manière. Et encore plus, nous avons estimé que, au jour d'aujourd'hui, que vous ayez été mandaté par la société civile ou par la composante politique, ces organismes ne peuvent pas avoir une emprise sur vous. Dès lors que vous êtes désigné, vous bénéficiez d'une neutralité, d'une indépendance. Ils ne peuvent donc demander ni votre démission, ni votre changement, ni vous appeler à une quelconque responsabilité. Parce qu'en fait, en ce moment-là, ils perdraient tout contrôle sur vous. Voilà comment on garantit finalement l'indépendance de l'organe CENI en tant que tel, parce qu'il aura alors le coup de franche pour travailler dans de bonnes conditions. Merci beaucoup, Fabien Mboko. On sent que vous avez de la matière. On va vous inviter dans d'autres émissions cette fois-ci pour qu'on puisse étayer en profondeur cette problématique de la loi sur la CENI. Absolument. Parce que l'opinion publique doit comprendre. Merci beaucoup. L'opinion publique doit comprendre, mais vous savez, malheureusement, nous avons eu affaire à des envolées oratoires dans le média ici, où parfois on a abusé de la crédulité de l'opinion publique, qui parfois n'est pas suffisamment informée. Parce que même ceux qui critiquent la loi actuellement, ils ne la lisent pas. Très bien. Ils ne la lisent pas. On va vous recevoir dans APJ, comme ça on va réellement apporter cet éclairage sur cette affaire de la réforme de la CENI. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie, M. Tubassou, je vous remercie. Et je crois que très très bientôt, je serai très pressé de venir répondre à votre invitation pour davantage discuter de la question aussi sensible que celle de la loi organique sur la CENI. Merci beaucoup d'avoir accepté. Mesdames et messieurs, on marque la pause, on se retrouve dans quelques instants. Télé 50 en rouge et blanc. Oui, c'est chic, c'est doux. Restez chez vous sur Télé 50. Très bientôt.
Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.tele50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka Congo. Télé 50 met à votre disposition son programme en ligne à suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alors, sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. Voilà, nous sommes en situation de dialogue avec Maître Aimé Kilolo qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'accueillir sur votre plateau. Merci d'avoir accepté l'invitation. Eh bien, il y a cette problématique des jeeps des députés. Les jeeps de députés qui provoquent beaucoup de réactions dans l'opinion publique. Nous sommes en situation d'état de siège. Volcan Nyiragongo a détruit Goma. La population est en déliquescence et on octroie des jeeps aux députés. Et c'est mal interprété. Vous êtes un homme très averti. Est-ce que c'est un droit pour un député que d'avoir de jeep ou là, c'est une corruption? Merci beaucoup pour cette question. Il faut en revenir évidemment à ce qui est prévu déjà à l'article 109 de la Constitution, mais aussi à l'article 105 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il faut savoir que les députés nationaux ont droit, effectivement, d'abord déjà à un émolument qui doit répondre à deux impératifs. Un besoin d'assurer l'indépendance du pouvoir législatif vis-à-vis du pouvoir exécutif, c'est-à-dire vis-à-vis du président de la République et du gouvernement, mais aussi la nécessité de leur permettre de vivre décemment, dans la dignité. C'est ce qui est repris dans les instruments juridiques en vigueur actuellement. Au-delà, évidemment, de ces émoluments, il y a aussi un certain nombre de privilèges, des avantages sociaux qui leur sont reconnus, notamment le droit de pouvoir bénéficier d'une prime, d'une indemnité pour logement. Mais ils ont aussi le droit de bénéficier des indemnités de transport pour couvrir le chemin entre leur domicile et l'hémicycle au sein de l'Assemblée nationale. Ils ont aussi d'ailleurs de droit d'accès aux soins de santé couverts pour eux-mêmes ainsi que leur épouse et enfants. Alors, cela étant dit, c'est que la Constitution prévoit que la hauteur de tous ces avantages est fixée par une commission paritaire, gouvernement, Assemblée nationale. Maintenant, la véritable question qui se pose par rapport aujourd'hui au contexte des députés, mais c'est cette clochardisation de la fonction des députés nationaux. Nos députés vivent réellement dans la précarité parce que lorsqu'on examine ce qui est prévu déjà en termes d'émolument pour eux, c'est à peu près 15 millions de francs congolais qui correspond en vertu du taux applicable à environ 6 000 $ par mois. Mais la difficulté, c'est que les députés eux-mêmes, le Parlement, n'exécutent pas la loi des finances. La loi des finances qui est exécutée par le gouvernement, de sorte que dans la pratique, l'on constate que souvent, les crédits qui sont alloués aux députés ou même à l'Assemblée nationale de manière générale, que ce soit à titre de frais de fonctionnement, des émoluments pour les députés, les primes diverses, ne sont pas toujours exécutés entièrement, de sorte que finalement, les députés se retrouvent souvent sous-payés par rapport aux droits dont ils doivent pouvoir bénéficier en vertu de la Constitution. Avec comme conséquence, il faut aussi savoir que dans la réalité,
les députés sont des assistants sociaux. Lorsque, généralement, dans les milieux de la population, dans les diverses circonscriptions électorales, des électeurs. Lorsque les citoyens viennent pour dire, voilà, j'ai un cas de deuil, j'ai un problème de santé, j'ai un problème de scolarité, j'ai un problème de loyer, ainsi de suite, généralement, il y a un effort personnel qui est fourni par les députés, qui suppléent un tout petit peu, si vous le voulez, à la défaillance finalement de l'État de rencontrer les préoccupations sociales de la population. C'est une réalité que l'on ne peut pas aujourd'hui éluder. Donc voilà en tout cas, en somme, la situation des députés. Et il faut dire qu'il est important, et c'est un appel que je lance, un plaidoyer, en tout cas pour que la loi des finances, le gouvernement puisse exécuter de manière exhaustive la loi des finances en ce qui concerne notamment les crédits qui sont alloués aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au bénéfice des députés pour leur permettre de bénéficier de tous leurs avantages sociaux à cet égard. C'est tellement important, il y va aussi du fonctionnement de notre démocratie pour ne pas fragiliser le principe de la séparation de pouvoir, parce que malheureusement, ce n'est pas seulement le cas du Congo, on observe dans plusieurs pays africains que le fait que les députés ne reçoivent pas l'entièreté des émoluments, des primes qui leur sont dues, a pour conséquence d'affaiblir l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'indépendance du pouvoir législatif, surtout lorsque l'on sait que l'Assemblée nationale a un rôle crucial dans notre démocratie, parce que non seulement elle doit voter les lois du pays, nous savons qu'il y a beaucoup de projets de réforme sur la table, la loi sur la nationalité, la loi sur le mode de scrutin, notamment lors des prochaines élections présidentielles. Nous avons la loi sur la CENI qui vient d'être votée. Le Parlement est là aussi, à travers notamment l'Assemblée nationale, pour contrôler le travail du pouvoir exécutif, s'assurer que les fonds de l'État sont gérés correctement et qu'il n'y a pas de dilapidation. Vous savez que l'Assemblée nationale a même le pouvoir de créer, par exemple, des commissions parlementaires avec des pouvoirs d'instruction qui peuvent aboutir même à déférer un membre du gouvernement devant les institutions judiciaires. Et donc tout ceci nécessite de s'assurer que toutes les conditions objectives sont réunies pour assurer l'indépendance du pouvoir législatif et qu'on ne se retrouve pas dans des situations où finalement les députés se retrouvent fragilisés dans leur indépendance et donc à la merci finalement du pouvoir exécutif à cet égard. Voici en tout cas sur le principe. Amen. Démontrant les avantages des députés, vous avez parlé aussi des transports. Doit-on comprendre que les jeeps octroyés répondent à ces besoins des transports? Alors, il faut dire ceci. Dans les avantages qui sont prévus pour les députés, nulle part il n'est prévu que les députés doivent pouvoir bénéficier d'un véhicule de fonction. De sorte que, effectivement, il y a eu un tollé et même une clameur publique qui continue encore, qui proteste par rapport au fait qu'il est fait état d'environ 500 véhicules qui correspondraient d'après les éléments qui sont en tout cas versés sur la place publique, à environ un budget de 27 500 000 $. Il faut savoir que la véritable question, c'est de savoir est-ce que ce sont des contrats privés que les députés, de manière individuelle, ont conclus avec notamment le concessionnaire Hyundai, ce qui est leur droit comme tout citoyen, mais le problème se poserait s'il s'avérait qu'il s'agirait par exemple d'un contrat qui a été signé ou qui aurait été signé par l'Assemblée nationale ou par la présidence de la République, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dans un contrat de droit privé, on tombe alors dans un contrat qui est régi par la loi relative au marché public et donc qui doit répondre à un certain nombre de critères. Notamment, vous savez qu'avant d'engager une commande dans le cadre d'un marché public, on doit s'interroger sur l'opportunité de cette commande. Alors, 27 millions de dollars pour des véhicules aux députés. De l'autre côté, nous avons des besoins sociaux
énorme pour la population. Nous avons les déplacés, évidemment, à Goma. Nous avons des sinistrés à Beni. Nous avons, mais à travers les 144 ou 45 territoires dans les 26 provinces de notre pays, des besoins importants en matière notamment d'accès aux soins de santé. Il y a des besoins d'ambulance. Dans les écoles, on a besoin, par exemple, d'avoir rien que de tuiles pour mettre nos enfants, les écoliers, à l'abri des intempéries, de la pluie qui menace le cadre scolaire. Et donc, en termes d'opportunités, il va de soi que le tollé qui est soulevé par la population, c'est de dire, mais on devrait avant tout donner priorité aux besoins sociaux de la population plutôt que d'affecter de l'argent pour l'achat des véhicules des députés. Deuxième problématique aussi, en vertu de la loi relative au marché public, c'est aussi la question de crédit disponible, parce que l'on ne peut pas utiliser l'argent, les fonds publics, sans qu'il y ait une autorisation préalable qui est donnée par l'autorité budgétaire, qui est l'Assemblée nationale lui-même, qui fixe des lignes de crédit. Et donc, de ce point de vue, dans la mesure où l'on ne retrouve pas dans la rubrique budgétaire affectée au profit de l'Assemblée nationale une telle somme d'argent qui serait prévue pour l'achat des véhicules privés en faveur de députés, ça pose un problème. Alors, évidemment, il y a aussi toute la problématique de l'appel d'offres. Parce qu'avant de commander des véhicules, lorsque l'Assemblée nationale agit, si c'est le cas, il faut savoir que c'est une institution, c'est un organe qui engage l'État. Et donc, de ce point de vue, ça ne peut pas se faire de gré à gré, à l'insu de tous. Ça doit se faire dans le cadre d'un appel d'offres public, réunissant évidemment toutes les conditions. Sinon, on est dans la malversation financière. Vous savez d'ailleurs que l'on ne peut pas offrir un véhicule à un député en récompense aux actes posés dans l'exercice officiel de ses fonctions, parce qu'on risquerait alors de tomber dans la qualification pénale de corruption. L'on ne peut pas non plus affecter de l'argent du contribuable, l'argent de l'État, l'argent du peuple congolais, pour offrir à titre privé des véhicules aux particuliers, qu'ils soient députés, ministres ou tout autre, parce qu'à ce moment-là, on tomberait aussi dans des crimes économiques. Il s'agirait là d'un détournement de deniers publics. Cela étant dit, je pense que la solution, si nous étions dans un pays comme en France, par exemple à Paris, c'est immédiatement le parquet financier qui se saisirait de l'affaire, qui mènerait un certain nombre d'investigations pour que la lumière soit faite et éclairer l'opinion sur ce qui s'est réellement passé, parce qu'en réalité, jusqu'à présent, ce sont des rumeurs. Nous n'avons pas des faits avérés au-delà de tout doute raisonnable pour savoir ce qui s'est passé dans la réalité, mais notons simplement que cette question a soulevé un tollé tel qu'aujourd'hui, ce serait de la responsabilité du pouvoir exécutif dans le cadre du Conseil de ministres de se saisir de cette question et d'instruire le ministre de la Justice pour qu'à son tour, il puisse donner injonction au procureur général près la Cour de cassation au fin de mener immédiatement des investigations pour le besoin de la manifestation de la vérité. Je pense que c'est très important aujourd'hui pour l'image des députés nationaux. Ben, il va de soi que les députés nationaux peuvent, comme chacun de nous, contracter un crédit à titre personnel. Mais la difficulté, c'est lorsque les députés vous disent « nous n'étions pas au courant, c'est vrai que nous avions souscrit une opération pour des Prado, nous apprenons que ce sont de Hyundai ». Donc ça veut dire que là, ils ne sont pas au courant des clauses du contrat avec les concessionnaires, ils ne sont pas au courant des conditions générales. C'est déjà là l'indication claire qu'il ne s'agit pas de contrat de droit privé signé individuellement par les députés, il s'agit d'un contrat qui manifestement aurait été signé, en tout cas, peut-être par l'Assemblée nationale, c'est à vérifier, mais dans ce cas de figure, il s'agit d'un contrat
qui relève évidemment de la loi relative au marché public, et toutes ces conditions devraient être réunies, et ça pourrait alors poser de problèmes d'opportunité, sachant que l'opportunité est un critère préalable. Et je me demande si l'autorité de régulation des marchés publics a été aussi consultée quant à ce. Alors, si, on va terminer par cette question. Si réellement on constate que c'est un don fait aux députés, cela veut dire que l'indépendance des institutions en RDC, cette règle-là n'est pas respectée. Ben, si c'est un don qui est fait aux députés, ça va poser déjà deux questions. La première, c'est quelle est la source de financement? Qui prend en charge le poids financier de tout cela? D'où sont sortis finalement? Qui payera ou qui a payé les 27 millions de dollars? C'est une question importante. Alors, si c'est le trésor public, a-t-on respecté toute la procédure relative à la loi sur le marché public? Si ce sont des fonds privés, alors à ce moment-là, quelle est la motivation d'une telle donation? Est-ce que c'est une récompense par rapport à des attitudes ou des actes dans l'exercice des fonctions des députés nationaux? À ce moment-là, on tombe évidemment sur l'infraction de corruption. Est-ce qu'on est plutôt dans le cas de figure où on a pris de l'argent de l'État pour acheter des véhicules aux députés alors qu'ils n'en ont pas le droit? Ils ont uniquement le droit à des indemnités de transport. Dans ce cas, on tombe aussi sur le détournement des deniers publics. C'est une question à ce point sensible et important pour rassurer la population qui aujourd'hui croupit dans une misère profonde, que je pense que la moindre des choses serait, si pas l'initiation en tout cas d'une enquête parlementaire, parce que les députés en ont aussi le droit, à tout le moins, ce serait de la responsabilité du ministre de la Justice de donner immédiatement injonction au parquet pour mener des investigations si cela n'est pas encore fait d'initiative. Merci beaucoup, Maître Mekulolo, pour ces éclairages en rapport avec la problématique des jeeps accordés aux députés nationaux, et merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés à la fin, et dans quelques secondes, bien quelques minutes, vous allez suivre donc le journal, la grande édition de 19h présentée par Gloria Mbouya sur Télé 50. À bientôt. On se retrouve donc le mercredi prochain pour 50. Bonjour. À bientôt.